Monsieur Fabrice Becker, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Alors, bonjour à tous. Donc c'est moi qui ai la lourde charge d'ouvrir le bal. Alors vu la présentation, moi je pensais que j'allais descendre comme Beyoncé, les feux d'artifice et compagnie. Donc non. Bon, on va faire avec. Alors, effectivement Muriel m'a contacté, c'est la 3e fois que j'interviens pour Mélissa Guadeloupe. Et cette 3e fois, elle n'est pas comme les autres. Parce qu'entre-temps, il s'est passé quelques petits trucs, comme une petite pandémie mondiale, avec des répercussions sociétales très fortes. Vous m'entendez pas? Et là? Ok. Je vais devoir le porter comme ça. Donc je disais, c'est la 3e fois que j'interviens pour Mensa Guadeloupe. Et quand je disais, cette 3e fois, elle est un peu différente des précédentes, parce qu'entre-temps, il y a eu, je vous ai dit, une petite pandémie, plutôt une grosse, avec plein de conséquences, qui m'ont amené à me poser plein de questions, que je vais aborder après. Alors du coup, la commande, ou en tout cas le titre de Muriel, c'était du bilan HPI à l'acceptation. J'ai compris, parce que je connais un peu Muriel, j'ai compris le pourquoi du truc, et du coup j'ai pris la commande et j'ai un peu mis à ma sauce. Et ma sauce, c'est un peu le titre là que j'ai mis. Alors j'ai mis HPI, on peut dire HQI, on peut dire ce qu'on veut, de toute façon on s'en fout du terme, on a la question, et ça je vais vous dire après, c'est que ça correspond à quelque chose de bien précis. Donc du coup, je l'ai appelé, cette intervention, du constat statistique, c'est ça dont on va parler tout à l'heure, à la mythologie, parce qu'à partir de là, il y a eu beaucoup de mythologie, et ensuite de la mythologie aux réalités individuelles et personnelles, parce qu'effectivement, chacun a son parcours, et le problème des mythes, c'est que ça enferme dans des étiquettes. Et donc justement, j'ai mis une petite... celle-là, j'utilise souvent, et je l'aime bien, une petite image, avec cette maman qui dit « Tu es sûr qu'il est surdoué ?» La mère qui dit « Bah oui, pourquoi ?» Et elle lui répond « Bah il a l'air si heureux alors qu'on dit que... » Et elle répond « Bah tu sais, ce qu'on dit sur les surdoués, c'est pas toujours très intelligent. » Et effectivement, c'est le cas. Alors on m'a dit que ça marche super bien ce truc. Donc il suffit que j'appuie, c'est ça? Et ça marche pas. Il est où le... Ouais. Donc c'est un test, et ça commence bien. Alors, voilà mon hésitation cette fois à intervenir, par rapport aux 2 précédentes. Parce que maintenant je fais bien la différence entre quelqu'un qui maîtrise le sujet, donc qui a une formation dans le domaine, qui fait de la recherche dans le domaine du HPI, et quelqu'un comme moi, qui a une expérience clinique du sujet. Parce que effectivement, j'ai fait des bilans pour des HPI, ou au QI, comme vous voulez, et j'ai accompagné ce type de personnes. Mais effectivement, moi, ce que j'ai, c'est une expérience du sujet. Elle est subjective, c'est la mienne. C'est différent d'une expertise. Donc, du coup, la différence avec les autres fois, c'est que moi, cette fois, je me suis appuyé sur des gens qui ont une expertise. Parce que le problème des pseudo-experts, et on en a vu beaucoup en 2 ans, c'est qu'ils affirment des choses parfois avec, on va dire ça, un appui pas possible, sauf qu'ils peuvent dire beaucoup de conneries. Et ces conneries rentrent dans la tête des gens et peuvent nous amener à des choses très graves, comme on a pu le voir ici, en Guadeloupe. Juste, je fais une petite parenthèse sur un super expert marseillais. Voilà, je ferme la parenthèse. Et du coup, je vais vous parler beaucoup aujourd'hui des biais cognitifs qui sont issus de la psychologie cognitive. Et les biais cognitifs, c'est quoi? C'est les détours que fait notre cerveau pour prendre des décisions, porter des jugements de façon moins laborieuse qu'en passant par un raisonnement analytique qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes à notre disposition. Alors c'est vrai que les biais cognitifs, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais parce que c'est pratique. Ça permet de prendre rapidement des décisions. C'est rapide, c'est utile, mais parfois ça peut être à l'origine d'erreurs de jugement. Donc vous allez voir que souvent je vais vous parler de biais cognitifs. On en a tous, j'en ai.
ça nous aide, mais aussi parfois ça nous pénalise. Alors, il y en a un qui est particulièrement important pour moi, c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors l'effet Dunning-Kruger, c'est le pic de confiance en nos capacités qui se manifeste chaque fois qu'on découvre un nouveau sujet et que les premières connaissances acquises nous poussent à croire que nous maîtrisons tout. Ça, c'est issu de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Albert Weber. Je travaille beaucoup sur... je vais vous en parler après. Je travaille beaucoup justement sur les biais cognitifs. Et là, vous avez un petit topo de ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger. Quand on découvre un sujet, au début, c'est magique. On a l'impression qu'on comprend tout, qu'on sait tout. Et puis, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a plus que ce qu'on pensait. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, non, je comprends rien, c'est trop complexe. Et petit à petit, comme c'est écrit, ça a commencé à avoir du sens. Et une fois qu'on a compris, qu'on connaît le sujet, on se dit, en fait, c'est vachement plus compliqué que ce que je pensais. Moi, le problème, c'est que peut-être qu'il y a 2-3 ans, j'étais là. Parce que j'avais rencontré plein de hauts potentiels. Voilà, je pense que j'étais là. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis là ou là. Peut-être entre les deux. Donc, toute mon intervention, elle va se positionner par rapport à ça. Donc, il y a des choses que je vais dire qui vont s'appuyer sur ce qu'on sait par rapport à la science. Et puis il y a des choses que je dirais pas parce qu'on ne sait pas. Ok ? Alors, je continue justement sur la question de l'expertise. Parce que souvent on entend ça. Les experts sont d'accord sur, un expert a dit que... Donc déjà, un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs et qui a vraiment une expertise dans le domaine. Ce que je vous disais tout à l'heure, qui a une formation ou qui fait de la recherche sur le domaine. Alors, ce qui est important, c'est qu'un témoignage, c'est pas une preuve. Oui, je connais un haut potentiel qui est hyper sensible et hyper empathe. Je fais exprès d'utiliser des termes comme ça. Ok. Mais est-ce que tout... Comme ça ? Ok. Donc du coup, est-ce que tous les hauts potentiels sont comme ça ? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Si maintenant on sait. Mais en gros, c'est un témoignage, c'est une anecdote. Donc, et on en a plein des anecdotes. Je connais quelqu'un qui, ça marche pour moi, c'est comme ça que je marche. Et puis, il y a les fameux rumeurs, les sagesses populaires, le bon sens nous dit que. Alors, c'est vrai que des fois, le bon sens nous dit des bonnes choses, puis des fois, le bon sens nous dit des conneries. Alors, maintenant, je vais vous parler de la réponse à ça. La réponse à ça, c'est le consensus scientifique. Et ça, ces derniers temps, beaucoup l'ont oublié. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de preuves scientifiques. Alors déjà, il y a des gens qui font des études, qui vont faire une recherche, qui vont trouver un résultat. Déjà, il faut questionner la recherche, comment elle est faite. Il faut questionner aussi les résultats, parce qu'un chercheur, quand il fait une recherche, il a souvent déjà une idée. Et il fait ce qu'on appelle des biais de confirmation. Il trouve des choses pour confirmer son idée. D'où l'intérêt ensuite de faire des essais expérimentaux où on réplique. Donc, quelqu'un qui a eu un résultat, il faut répliquer pour voir si ce qu'il a trouvé, c'est valable sur le temps dans d'autres recherches. Donc là, on commence à avoir un niveau de preuve un peu plus élevé. Et en fait, le consensus scientifique, c'est quand on a plusieurs épreuves qui prouvent la même chose et que plusieurs scientifiques sont d'accord. Et là, on peut dire qu'il y a un consensus. Et vous allez voir que les consensus scientifiques qu'on a sur le haut potentiel, ils sont très éloignés de ce qu'on entend à la télé, à la radio ou dans des séries que je n'ai jamais regardées, mais j'ai pu comprendre de quoi on parlait. Je vous dis ça, j'ai jamais regardé la série. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai un peu compris le personnage qu'on nous dépeint. Alors, du coup, mes sources, maintenant. Mes sources, c'est des gens que j'ai choisis. Et pourquoi je les ai choisis ? Parce que justement, ce qu'ils avancent, c'est à partir de méta-analyses, de plusieurs analyses. Donc j'ai Franck Ramu, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui n'est pas très consensuel, qui est un peu rentre-dedans, mais j'aime bien, qui est ingénieur, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS. Stéphanie Aubertin, qui
qui est une psychologue, neuropsychologue et haut potentiel, j'aime aussi elle son parcours, où effectivement elle est partie comme tout le monde de tout ce qu'elle a lu, tout ce qu'elle a vu à la télé et lu, et puis elle a commencé à se poser des questions parce qu'elle se reconnaît pas dans tout. Donc je trouve qu'elle a un parcours très intéressant. Albert Boukepper, donc lui qui est pas du tout dans le champ du haut potentiel, mais qui est quelqu'un de très intéressant, puisqu'il est à la fois psychologue clinicien et docteur en neurosciences. Et puis je me suis aussi basé, beaucoup de mes sources que vous allez voir visuelles, ça vient du site Raptor Neuropsych, qui est un site qui est très bien fait de vulgarisation sur la neuropsychologie. Alors, j'ai parlé de beaucoup de monde, mais j'ai toujours pas parlé de moi. Alors, qui je suis? Alors moi, je suis un psychologue en activité depuis 23 ans. Ça commence à faire. Je suis diplômé de l'Université de Paris 10, un DSS de psychologie de l'enfance et de l'adolescence. Alors avant, on parlait de DSS, maintenant on parle de Master Pro. Il faut savoir que le DSS et le Master Pro en psychologie sont le diplôme qui donne le titre de psychologue. Alors, à l'issue de l'obtention de mon DSS, j'ai eu la chance, à l'époque, d'avoir un poste dans un centre de bilan, où j'ai fait du bilan à la chaîne, du bilan psychologique et du bilan d'orientation. Tout mon intérêt pour le bilan. Et ce que j'aime, moi, dans le bilan, c'est que c'est un peu comme une enquête. On essaie justement d'avoir des preuves et de confirmer ou pas, d'ailleurs, confirmer ou infirmer ce qu'on observe au départ. Alors, petit topo quand même sur ma formation, et parce que je vais reparler après de la neuropsychologie. À mon époque, la neuropsychologie, c'était pas vraiment étudié, c'était balbutiant, ça n'existait pas encore, mais la chance que j'avais à Paris 10 dans mon DSS, c'est que j'avais quand même tout un volet sur la psychologie cognitive et la psychométrie. D'où ma sensibilité à ce domaine-là. Et comme j'ai fait que ça, quand j'ai commencé pendant 7 ans, ça a confirmé. Ensuite, je suis arrivé en Guadeloupe, c'était un choix, un changement de vie dont j'avais besoin, qui était bien réfléchi. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé un poste dans le champ du handicap. Alors, le handicap, la déficience, plus précisément la déficience intellectuelle, donc en IME et ensuite en CESAD. Et quand j'ai travaillé dans ce domaine-là, je me suis dit, il va falloir que je pousse un peu ma formation en neuropsychologie, parce que les situations sont complexes et j'avais beaucoup de gamins, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure avec une collègue, que je rencontrais et qui en fait n'avaient jamais vraiment eu ni de bilan, ni de diagnostic. Et donc, ce qui est intéressant, parce que là on va parler du haut QI, mais moi j'ai commencé avec l'autre côté. Et bas QI. Alors c'est intéressant parce que du coup, on peut pas faire de parallèle, mais il y a quelque chose d'intéressant sur la construction statistique de ces deux entités. Bon, je reviendrai dessus après. Ensuite, parce que j'étais mal payé, j'ai passé un concours de la fonction publique. Et mon premier poste a été à l'aide sociale à l'enfance. Donc là, je suis parti encore dans autre chose. Alors l'aide sociale à l'enfance, les gens savent pas forcément ce que c'est, mais si je dis la DAS, tout le monde va comprendre. Une expérience très dure, mais très enrichissante. Et en parallèle, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une activité complémentaire de bilan. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à rencontrer une population de haut potentiel. Tout simplement parce qu'un jour, j'ai une maman qui est venue me voir, qui était présidente d'une association de haut potentiel, qui m'a trouvé formidable, super, et du coup j'en ai reçu plein. Et en recevant plein, j'ai commencé à me questionner sur toutes les représentations que j'avais. Juste une petite anecdote. Il y a ce truc sur les hauts potentiels, sont empathiques, hypersensibles. Et un jour, je suis tombé devant un gamin qui avait 138 de QI et qui était ni empathique et qui avait aucune émotion. Ça m'a mis un coup et je me suis dit, alors on va dire c'est l'exception qui confirme la règle, oui ou non, d'ailleurs j'en sais rien, enfin, maintenant si je sais. Mais ça m'a questionné sur ces représentations qu'on a. Et puis, depuis maintenant 3 ans,
je travaille à l'EPSM, l'établissement public de santé mentale. Je travaille en psychiatrie adulte, donc j'ai quitté le monde de l'enfance, j'ai grandi. Et je travaille maintenant auprès d'une population adulte. Et en travaillant avec des adultes, je me suis rendu compte qu'on traîne tous beaucoup de traumas. Nous sommes d'ailleurs une terre de traumas historiques. Et j'ai choisi de me spécialiser en EMDR, qui est une thérapie qu'on utilise en psychotrauma, et que je trouve, ce que je fais en ce moment avec l'EMDR, je trouve ça passionnant. Et ça, c'est pas le sujet. Alors, maintenant, on va parler des psys, parce que les psys, c'est quand même aussi l'objet de tous les mythes et de tous les fantasmes. Alors, j'ai mis tout ce qu'il y avait du psy. Psychothérapeute, psychanalyste, neuropsychologue, psychologue, psychiatre, psy, tout ça, il y a du psy. Mais si je demande à tout le monde là, c'est quoi tout ça, je pense que j'aurai plein de réponses différentes. Certaines seront bonnes et d'autres pas du tout. Alors du coup, j'ai quand même définir 2-3 trucs avant. Alors, psy, on va commencer par le psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin qui a suivi une spécialisation de 4 ans en psychiatrie, donc spécialisé dans le diagnostic des troubles mentaux. Il peut prescrire des médicaments. Et effectivement, c'est un titre protégé et le professionnel doit être membre de l'ordre des médecins. Ça, c'est très important parce que moi, on m'appelle toujours docteur. Et quand je dis aux gens, docteur. Moi, je suis psychologue. Je n'ai pas une formation de médecin. Et effectivement, à ce titre, moi, je ne peux pas prescrire quoi que ce soit. Et je ne peux pas non plus établir des certificats médicaux. Ça, c'est mes collègues psychiatres. Et moi, je travaille avec des psychiatres. Maintenant, je travaille en psychiatrie et je trouve ça très intéressant de travailler en partenariat avec des psychiatres. Donc, moi, je suis psychologue. Donc, psychologue, c'est quoi? Donc, seul professionnel de la santé. Alors, ça, j'avais pas lu que c'était ça qui avait décrit. Je pense qu'il y a des psychologues qui n'ont pas aimé, mais tant pis. Seul professionnel de la santé, parce qu'il y a des psychologues qui n'aiment pas trop l'idée qu'on soit rattaché à la santé, au paramédical, enfin bref. Donc, seul professionnel de santé à avoir le droit et la compétence requise pour faire passer des tests projectifs ou des bilans psychologiques. Donc, effectivement, nous sommes les seuls formés et habilités à passer des tests. D'ailleurs, les fournisseurs de tests, pour pouvoir acheter des tests, nous demandent votre diplôme. Donc, les gens qui vous font des bilans, mais qui ne sont pas psychologues, posez-vous des questions. Donc notre formation, c'est une formation universitaire de 5 ans. Et en gros, comme je le dis souvent, nous on est formés pour comprendre comment ça se passe là-dedans. Aussi bien sur le plan cognitif, intellectuel, que psycho-affectif, émotionnel, voire relationnel. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'usage du titre de psychologue est protégé depuis 85 et dépend de l'obtention du DVSS ou du Master Pro. Et ça aussi, c'est hyper important. Normalement, un psychologue doit être reconnu par l'État via un enregistrement à ADEDI. Bon, ça va peut-être changer dans quelques temps, bref. Mais en tout cas, si vous allez voir un psycho quelque chose, et qui se dit psychologue ou psychothérapeute ou ce que vous voulez, vérifiez bien qu'il a un numéro ADEDI. Parce que maintenant, il y a beaucoup dans les toutes pitantologues qu'on a maintenant, et dans tous les coachs qu'on a maintenant, les psychopraticiens et blablabla, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas psychologues et qui font comme s'ils disaient qu'ils sont psychologues. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de vérifier qu'ils sont enregistrés à l'ARS, qu'ils ont un numéro ADEDI. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais au moins vous êtes protégés. Et pas tomber sur des gourous en tout genre. Et il y en a un paquet. Surtout depuis 2 ans. On continue. Psychothérapeute. Alors, psychothérapeute, c'est un peu bâtard à la base, psychothérapeute, parce que ça n'avait pas trop de reconnaissance légale. Maintenant, ça commence à en avoir un. En tout cas, depuis 2010, l'usage de type de psychothérapeute est réglementé. Et en fait, pour être psychothérapeute, il faut être ou psychologue clinicien ou psychiatre. Donc, un psychothérapeute, si vous avez un psychothérapeute qui fait une psychothérapie, il peut être aussi bien psychologue que psychiatre. Mais le psychiatre, du coup, ne sera pas là en tant que médecin prescripteur de médicaments, en tout cas pas que ça. Et de nouveau, vérifier s'il y a un numéro ADEDI. Ok? Alors, maintenant, on va arriver sur la neuropsychologie. Alors, comme je vous ai dit, moi, la neuropsychologie, je m'y suis formé, mais j'ai pas une formation universitaire de base, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant, la neuropsychologie. Alors, je vous ai mis un petit cerveau parce que j'ai appris que quand on met des dessins de petits cerveaux,
ça impacte toujours les gens et ça fait très sérieux. Et effectivement, il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup de gens, justement, je vous disais, des toutes pitintologues, qui mettent toujours des photos de cerveau parce que tout de suite, c'est scientifique. Pourtant, il est très bien celui-là parce qu'il explique plein de fonctions cognitives qui sont traitées par les différentes parties de notre cerveau, les différents lobes. Alors, le neuropsychologue, donc, comme je disais, c'est un psychologue qui a une spécialisation en neuropsychologie. Donc, son travail, c'est d'évaluer les fonctions cognitives et de rééduquer les fonctions cognitives déficitaires. Ma collègue m'expliquera tout à l'heure et puis elle pourra compléter si j'ai dit des bêtises. Donc la neuropsychologie, c'est une discipline, comme je disais, qui est assez récente. Donc c'est une branche de la psychologie clinique qui s'intéresse aux relations entre le cerveau et le fonctionnement psychologique. Alors fonctionnement psychologique, donc les fonctions cognitives, intellectuelles, etc., mais aussi le comportement, mais aussi de plus en plus les émotions. Et donc c'est carrefour entre les neurosciences, l'anatomie du système nerveux central et la psychologie. Et maintenant, je vais vous parler du bilan psychologique, parce que là, on va commencer à s'approcher du QI, au QI et au potentiel. Donc là, pour le coup, la petite photo, là, c'est un test c'est une VICE, qui est donc un des tests qui est utilisé pour évaluer le quotient intellectuel. Alors, c'est pas le seul test qu'on utilise en psychologie, en neuropsychologie, mais en tout cas, pour identifier, enfin, évaluer le QI, c'est le seul qu'on utilise, en tout cas, pour la personne adulte. Pour avoir un bilan complet. Donc, un bilan psychologique, c'est quoi? C'est un ensemble de tests complétés par des entretiens destinés à évaluer le fonctionnement intellectuel et affectif d'un individu. Alors, j'ai bien dit ensemble de tests complétés par des entretiens. C'est pareil, les gens qui vous disent qu'ils veulent... Enfin, les trucs que vous voyez sur Internet, là, faire un test pour connaître votre QI, au-delà du fait que souvent ils ne sont pas étalonnés, je vais parler des étalonnages après, là, c'est juste pas possible. Parce que pour faire un bilan, il faut aussi qu'on rencontre la personne, qu'on échange avec la personne, qu'on revienne sur son histoire et qu'on comprenne aussi dans quel contexte elle est quand elle passe un test. Tout ça joue énormément sur les résultats. Donc, comme je dis souvent, pour qu'il y ait un bilan, il faut qu'il y ait un psychologue. On ne peut pas faire un bilan sans psychologue, ça marche pas tout seul. Même un chat GPT, je sais pas quoi, là, il ne pourra pas faire ça tout seul. Ok? Enfin, a priori. Donc le test psychologique, c'est quoi? Il évalue une dimension psychologique non observable, parce que tout ce qui est psychologique, ça se voit pas. Donc il faut effectivement trouver un moyen de voir ce qu'on voit pas, par l'étude d'un comportement qui est lui observable. Donc on confronte le sujet à une activité, par exemple activité, alors comme j'ai un truc, pas grave. Une des activités, c'est par exemple les cubes de Gauss. On vous demande de reproduire des figures avec les cubes. On code sa réponse pour ensuite comparer le résultat aux normes de son groupe d'âge. Donc ça repose sur des normes. Vous allez voir que je vais reparler ensuite des normes. Alors maintenant, je vais quand même faire un petit historique. Ça, je ne l'avais pas fait avant, donc maintenant je le fais, un petit historique sur la psychométrie et l'essor du QI. En fait, le premier test... Alors c'est bien, ça m'a fait une petite piqûre de rappel de mes cours de psycho, il y a 23 ans. Le premier test, il date de 1905 et c'était le Binet-Simon, qui était donc un psychologue français, en tout cas chercheur français, qui a créé donc le test Binet-Simon, ou aussi appelé échelle métrique d'intelligence. Et ce premier test, il introduit la notion d'âge mental, en se basant sur l'âge moyen des enfants, réussissant la même performance pour dépister à l'époque les débits légers, c'est ça qu'on disait à l'époque, pour les orienter vers des classes de perfectionnement. Donc, au départ, l'objectif des tests, c'était d'orienter des enfants en difficulté dans des classes de perfectionnement. En 1916, il y a une nouvelle adaptation du Binet-Simon sous le nom du Stanford Binet, et là, on commence à remplacer l'âge mental par le QI. Donc là, on commence à rentrer dans des calculs, donc avec un quotient intellectuel. En 1917, alors là, on passe de l'autre côté, aux États-Unis. L'Amérique rentre en guerre et là, on commence à faire des tests collectifs d'intelligence pour les militaires, donc l'Army Test avec l'alpha et le bêta. Et ce qu'on se rend compte, donc ces épreuves qui sont appliquées à des adultes de tout âge et de toutes conditions, on découvre quelque chose d'un peu étonnant, c'est que l'efficience adulte diminue avec l'âge.
Et c'est là où ils ont commencé à se poser la question de la validité de l'âge mental. Donc en 1939, on a Wechsler, enfin l'échelle de Wechsler-Bellevue. Alors Wechsler, vous avez beaucoup entendu parler parce que c'est lui qui est à la base de tous les fameux tests qu'on utilise pour évaluer le QI. Donc c'est un psychologue à l'université de Bellevue. Donc lui, il a analysé cette détérioration mentale et il confirme que l'efficience se dégrade plus vite, mais pas dans tout, dans ce qu'on appelle les épreuves non verbales, parce que dans les tests, c'est des épreuves verbales, des épreuves non verbales, que dans les épreuves verbales. Et c'est lui qui décide de prendre comme unité de mesure le QI, qui avant était juste réservé aux enfants. Et donc là, l'idée du QI, en fait, c'est de prendre le QI comme un principe, une notion relative, c'est-à-dire une population de référence et non absolue. Et là, je vous parle de la fameuse courbe de Gauss, je vais en parler juste après. Et c'est lui, donc, comme je disais, qui a donné naissance aux examens des QI utilisés de nos jours. Alors, il y a 3 échelles qui sont toujours utilisées, qui ont toujours les mêmes noms. Donc, la Weiss pour les adultes, le WISC pour les enfants de 6 à 16 ans, et la WIPSI pour les enfants de moins de 6 ans, de 3 à 6 ans. Alors, on continue. Donc, le QI, ça correspond au rang auquel se situe une personne relativement à une population représentée par une loi normale, une courbe de Gauss. Je vais vous la montrer, la fameuse courbe de Gauss après. Donc, les tests de David Wechsler ont été les premiers à utiliser ce type d'étalonnage. Les tests sont étalonnés lors de leur conception pour que les résultats suivent une courbe de Gauss, appelée aussi courbe normale. Les étalonnages sont régulièrement mis à jour. Je vous ai parlé des Weiss, des WISC et machin, blablabla. On en est à la Weiss 4, WISC 5 et la WIPSI 3. C'est que je dise de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet Flint. En fait, le niveau augmente depuis des années. Contrairement aussi à la croyance populaire, le niveau augmente. Et donc, du coup, les normes changent. Donc, tous les 10-15 ans environ, les tests sont refaits, réétalonnés. Et du coup, comme la science avance aussi, notamment les neurosciences et la psychologie cognitive, les tests sont modifiés. Il y a des sous-tests, des subtests qu'on enlève, d'autres qu'on rajoute. Et c'est vrai que moi, je trouve que le WISC 5, pour moi, c'est un des plus intéressants parce qu'il y a vraiment plus d'échelles. Alors, voilà la fameuse courbe de Gauss. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va remettre les choses dans l'ordre. Le HPI, le haut quotient, blablabla, c'est pas un truc où un jour les gens se sont dit je suis au potentiel, il va falloir qu'on fasse des recherches là-dessus parce que je suis comme ci, comme ça. Non, à la base, c'est ça. C'est un choix statistique qu'on a fait. Donc en fait, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de haut potentiel et il n'y aurait pas d'histoire de haut potentiel ou de haut QI. C'est bien parce qu'il y a eu des tests, qu'il y a eu des recherches qu'on est arrivé sur ça. En fait, donc voici la fameuse courbe de Gauss. Donc ça, c'est la moyenne, 100. Et puis on a décidé qu'il y avait des écarts types qui permettent de répartir la population par rapport à ces tests. Et en fait, au départ, comme je vous ai dit, c'était surtout par rapport à la déficience. Et donc on a décidé qu'en dessous de 2 écarts types, donc à partir de 70, on est dans le champ de la déficience intellectuelle. Et en parallèle, on s'est dit que de l'autre côté, ceux qui étaient à 130, c'est un peu en miroir l'inverse. Donc c'est des gens super efficients. Et cette population de super efficients, vous avez vu, c'est 2 et quelques, de 34, je crois. Alors j'ai fait un petit calcul. Quand même, en Guadeloupe, ça correspondrait statistiquement à 10 000 personnes. Quand même. Après, c'est statistique, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas évalué. Et puis, ça reste statistique. Mais ça fait quand même du monde, mine de rien. Donc voilà la fameuse courbe de Gauss, sur quoi repose toute cette histoire. Donc à la base, c'est ça. C'est ça le début de l'histoire. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit en dessous, tout le reste, ça correspond qu'à des histoires qu'on se raconte autour de ça. Parce qu'on aime bien tous raconter des histoires. Et on a raison de le faire, hein, c'est bien. Faut juste que des fois, il faut juste que des fois, on ne généralise pas trop, parce que c'est ça le problème. C'est qu'avec des expériences personnelles, on a parfois généralisé, voire même essentialisé, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, essentialisé,
l'essentialisme. C'est en gros réduire une population de personnes à une caractéristique. Et c'est très dangereux. Ça a créé dans l'histoire, beaucoup de problèmes, dont le racisme. Donc, comme je disais, on a parfois généralisé, essentialisé à l'ensemble des HPI des choses qui correspondaient à certaines personnes. Et on a créé des neuromythes. Et ces neuromythes, on va dire, ça a été utile à beaucoup de mes collègues, parce que ça fait du business. J'arrête la polémique, je la reprendrai après. Alors là, je vous donne des exemples de ce qu'on peut trouver dans un... Alors, c'est pas les vrais, hein. J'ai fait exprès. Mais ce qu'on peut trouver dans un test... dans un test de Wechsler, pardon. Alors, le premier en haut, c'est des matrices. Et du coup, j'aime bien, parce que sinon, vous allez vous endormir. Alors, je vais vous demander de participer un peu. Donc, on vous demande de trouver la partie manquante parmi toutes celles-ci. Je vais vous demander, d'après vous, parmi toutes ces réponses, quelle est celle qui va ici. Ok, et la personne qui a trouvé peut m'expliquer comment elle a trouvé. Ou Jade. Alors effectivement, il y a la question de la forme, parce que vous avez à chaque fois losange, cercle et carré, et après il y a le contenu. Voilà. Donc effectivement, vous avez déduit la règle logique, et à partir de là, vous avez trouvé la bonne réponse. Donc raisonnement hypothético-déductif. Alors en dessous, vous avez deux balances, donc qui vous montrent que ça correspond à ça, et qui vous demande du coup, ça correspond à quoi parmi les réponses qu'on vous propose en dessous. C'est ça. C'est le 2. Explication. En fait, c'est des questions d'équivalence, tout simplement. Donc là, c'est du raisonnement numérique. Alors, du coup, quand on fait une VICE, un test de QI, c'est pas un test qu'on fait, c'est plein de tests. Et ces plein de tests, ça permet d'obtenir différents résultats à différentes échelles. Donc dans la VICE, là j'ai pris la VICE qui est pour les adultes, on a 4 échelles. L'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Et à chaque fois, pour tous ces échelles, vous avez plusieurs tests. Alors ce qui est intéressant, vous voyez que là, le QI, c'est la somme pondérée, alors on ne va même pas dire de ça, c'est la somme pondérée de ces différents subtests piochés dans ces différentes échelles. Du coup, c'est une moyenne pondérée. Moyenne pondérée. Ça veut dire que vous pouvez avoir, je sais pas moi, 18 à similitude et 6 à mémoire des chiffres. Donc vous pouvez avoir une grande répartition dans les résultats. Ce qui fait que quand on fait un bilan, ce qui nous intéresse, finalement, enfin moi personnellement, plus ça avance, plus ça je m'en fous. Ça m'intéresse de moins en moins. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça se répartit dans tout ça, et comment ça se répartit dans tout ça. Alors quand tout est homogène, il n'y a pas trop de décalage, et que j'ai un QI à 100, à 120, à 130, ou à 70, je sais que mon QI est valable, parce que c'est homogène. Par contre, si j'ai une grosse répartition, je vais être très très prudent dans mes conclusions, et puis surtout, s'il y a une répercussion, une hétérogénéité, ça veut dire quelque chose. C'est là que je commence à faire mon travail d'enquêteur, pour essayer de me dire qu'est-ce qui a joué dans ça. Par exemple, je reprends mon exemple, s'il y a 18 asimilitudes,
Donc je me dis que la personne a un très très bon niveau de raisonnement verbal, très bonne logique verbale. Par contre, si la mémoire des chiffres est à 4, eh ben, je me dis, au niveau de la mémoire de travail, il y a un souci. Et s'il y a un souci au niveau de la mémoire de travail, eh ben, il y a peut-être un souci au niveau de l'attention. C'est une hypothèse. Et du coup, je vais utiliser d'autres tests qui ne sont pas dans la VICE pour confirmer cette hypothèse. Donc vous voyez que c'est plus complexe que juste avoir un QI. Et puis, il y a aussi un indice qu'on utilise, que j'aime bien aussi moi utiliser, quand c'est vraiment très hétérogène, c'est l'indice d'aptitude générale. Alors l'indice d'aptitude générale, c'est une autre moyenne pondérée, mais qui n'utilise que ça. Parce que ça a à voir avec du raisonnement verbal, du raisonnement visuospatial et du raisonnement logico-mathématique. Alors que ça, ce sont des outils cognitifs, ce sont des fonctions cognitives qui aident à l'intelligence, mais c'est pas de l'intelligence. La mémoire de travail, la vitesse de traitement, ça joue pour l'intelligence, mais c'est pas l'intelligence. Donc des fois, si j'ai un indice, si j'ai un QI à 125 et un IAG à 130, 131, moi je me dis que c'est quand même quelque chose qui ressemble à du haut potentiel. Et je le dis. Ok. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, maintenant que je vous ai dit ce que c'est que le haut potentiel, statistiquement, comment on l'évalue, et ben maintenant, je vais être en mode débunkage, déchoucage des neuromythes, parce qu'il y en a un paquet, dont certains que j'ai colportés, mais maximum et à culpa. Donc maintenant, on va arrêter tout ça, on va arrêter les conneries. Alors, le HPI en résumé, stop aux idées reçues, donc ça vient du site Raptor Neuropsy que je vous ai dit, qui est super bien fait. Et on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, un haut potentiel, un haut QI. Le critère, c'est un QI supérieur à 130, où je vous ai dit, après on peut nuancer par rapport à l'évaluation qu'on va faire du bilan, mais la base, c'est quand même ça. Alors ah oui, il peut y avoir des signes, on les reconnaît des fois, les hauts potentiels. Ils peuvent être curieux, ouverts à l'expérience, ils parlent bien, pas tous, mais souvent, facilité, rapidité d'apprentissage. Voilà, ça c'est des signes. Mais c'est pas parce qu'il y a ces signes que forcément c'est haut potentiel. Ça, il faut le vérifier. Parce que des fois, c'est... Et puis, ça aussi, c'est important. On peut aussi avoir, sans avoir un haut potentiel, mais un fort potentiel. Et ça aussi, il y a des gens qui ont 120 QI et qui sont aussi très intelligents. Et c'est une force aussi. Effectivement, ils ne rentrent pas dans ces critères-là, mais ils ont quand même un fort potentiel. Alors après, les idées reçues. Et là, on y va. On va dégommer un peu. L'hypersensibilité, ce n'est pas un signe représentatif du HPI. La vulnérabilité psychique, ce n'est pas un signe du HPI. Enfin, en tout cas, c'est pas un signe, c'est pas un marqueur du HPI. Les troubles neurodéveloppementaux des apprentissages non plus. Quant à la pensée en arborescence, alors, qu'est-ce que je peux dire sur la pensée en arborescence? Le neuromythe de la pensée en arborescence. Alors, la pensée en arborescence, je pense que tout le monde a entendu parler de ça. C'est le fait qu'on part d'une idée, puis on peut en avoir plein. En fait, on en a tous. C'est rare. Alors, on va avoir plus ou moins d'idées, d'ailleurs, plutôt d'idées divergentes. C'est-à-dire qu'à partir d'une idée, on a plusieurs idées divergentes. On fonctionne tous un peu comme ça. Alors, effectivement, il se pourrait que les potentiels ils ont un champ plus large de pensée divergente. Mais ça, c'est encore un neuromythe. Parce que, heureusement, on ne pense pas tous on pense pas de manière linéaire. C'est très rare de penser de manière linéaire. Alors, pourquoi ces croyances? Parce qu'elles ne sont pas tombées du ciel non plus. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on appelle des biais de représentativité. C'est que les personnes qui ont un potentiel et qui viennent en consultation auprès de nous, psychologues, psychiatres, sont celles qui, alors, présentent des difficultés. Alors, je vais nuancer, c'est comme ça que c'est écrit. Présentent des difficultés ou qui ont des questions, qui ont un questionnement. Ben, c'est pas représentatif. Il y a plein de hauts potentiels qui se posent aucune question. J'en reviens à ce que je vous avais dit là. Ils se posent aucune question. C'est ses parents qui l'ont envoyé parce qu'il était odieux. Oui, aucun problème, ça vie. Et il y en a plein de hauts potentiels qui ont. Voilà. On ne sait même pas qu'ils sont potentiels, ils ne font pas de bilan, ils n'iront jamais voir un psy. Ah, parce que ça va pour eux, tout roule, et puis basta, quoi.
Mais sauf que ceux que nous, on a rencontrés, les psychologues, souvent, c'est des gens soit qui ont des difficultés, ou en tout cas qui se posent des questions. Et donc, ça crée un biais. Et à partir de là, beaucoup de mes collègues on fait des romans, quand même. Ils ont écrit des bouquins, ça rapporte de l'argent. Bref, alors par contre, il peut y avoir des difficultés éventuelles, parce que je vais vous expliquer que le potentiel, c'est plutôt un facteur de protection, mais évidemment, c'est pas parce que c'est un facteur de protection qu'on est immunisé de tout. Il peut y avoir des difficultés quand même. Par exemple, décalage avec les pairs, ça c'est souvent quelque chose que moi j'ai remarqué en consultation. La façon de pas parler comme tout le monde, que les gens comprennent pas ce qu'on raconte. Parce que souvent, ils sont dans un langage un peu méta, etc. Et du coup, les autres comprennent pas ce qu'ils racontent. Donc, effectivement, et puis, ce que ça peut créer aussi en milieu scolaire, c'est de l'ennui, ça va assez vite, la démotivation, souci de performance. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer. Mais de nouveau, pas tous. Il y en a plein qui n'ont pas ça. Alors, donc on continue sur le débunkage. Donc, voilà, idée reçue, beaucoup de fausses croyances circulent sur le haut potentiel, mais que nous disent les recherches scientifiques? Alors les recherches en psychologie scientifique, ces recherches, je redis ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est des recherches qui s'appuient sur la méta-analyse, c'est-à-dire plusieurs analyses, et notamment des analyses de cohorte. L'analyse de cohorte, c'est quand on suit quelqu'un, on fait un bilan à un moment T, et on suit sa vie sur une longue période de sa vie, et sur une population suffisamment importante. Et quand on fait ça, on se rend compte que tous les bullshit là qu'on nous raconte, c'est faux. Les personnes au potentiel sont hypersensibles. Alors, effectivement, au niveau émotionnel, il se trouve que les personnes à haut potentiel disposent d'un meilleur vocabulaire. Ils peuvent mieux comprendre les situations émotionnelles et savoir comment y faire face. C'est vrai qu'ils parlent mieux, peut-être mieux de leurs émotions. Pour autant, il n'y a aucune différence franche entre le niveau de sensibilité émotionnelle des hauts potentiels et des non hauts potentiels. On continue. Alors ça, oui, celui-là, il est magique. Celui-là, il m'a toujours été... D'ailleurs, si vous savez, je vous ai parlé de Franck Ramu. Moi, Franck Ramu, il m'a eu avec ça. Parce que lui, il dit, c'est un truc qui est hallucinant. J'étudie la psychologie. On me dit que avoir un potentiel, un QI élevé, ça protège de l'échec scolaire. Et d'un seul coup, on me dit à la télé que les hauts potentiels, ils sont tous en échec scolaire. Et c'est vrai que moi aussi, je comprenais pas c'est pas logique pour moi. Alors oui, c'est faux. Le haut potentiel, en général, c'est un atout sur le plan scolaire. Le QI est un prédicteur de la réussite scolaire. Par contre, oui, il y a des hauts potentiels qui sont en échec. Ça arrive. Et effectivement, c'est compliqué pour eux. Et là, c'est vraiment important de les accompagner. Et là, c'est vraiment important qu'il y ait un bilan et qu'ils prennent conscience de leurs capacités. Mais c'est pas une généralité. Et c'est ce que j'ai vu, par contre. C'était beaucoup ce que j'ai vu. Alors, pareil, le haut potentiel, c'est une source de difficulté sociale. C'est faux. Une fragilité sociale peut être expliquée par un décalage entre le rythme de développement d'un enfant et celui de ses camarades ou celui imposé par les programmes scolaires. Pour autant, les personnes avec haut potentiel ne vivent pas plus d'expériences de rejet, de harcèlement que les autres. Et de nouveau, là on est sur des statistiques. C'est-à-dire, en règle générale, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne vivent ça. Mais majoritairement, c'est pas ce qu'ils vivent. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Tout ceci ne signifie pas que les personnes avec haut potentiel sont préservées des difficultés scolaires, d'hypersensibilité ou de complications sociales ou amoureuses. Simplement, elles ne sont pas plus sujets que les autres. Et il y a aussi un truc très intéressant que dit Ramu et qui me parle aussi, c'est cette idée. Alors lui, il parle de soufisme, de la justice, et moi je parlerai de tradition judéo-chrétienne, qui voudrait que quand même les riches, c'est quand même normal qu'ils soient malheureux quand même, merde, ils ont de l'argent. Et ben c'est pareil, quand même les hauts potentiels, ils sont intelligents, il faut quand même leur des ennuis quand même, c'est pas normal. Cette espèce d'idée de justice sociale, pas forcément, non. Ça c'est ce qu'on voudrait, mais c'est pas forcément vrai. Alors, maintenant je vais parler du bilan. En suivant toujours ma trame,
ce que c'est que le haut potentiel sur le plan statistique, comment on l'a identifié, les mythes, et maintenant le bilan, et après on va parler de l'acceptation. Alors l'intérêt du bilan, pour moi un bilan psychologique et neuropsychologique, je vous ai dit c'est un peu mon cheval de bataille, je trouve que c'est toujours hyper intéressant, qu'importe ce qui vous amène à faire un bilan. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'au-delà de l'étiquetage, comme je disais, quelque part on s'en fout même de savoir si c'est au potentiel, pas au potentiel. Ce qui est important avec un bilan, c'est de mieux comprendre comment on fonctionne sur le plan cognitif. De mieux comprendre aussi comment on pense, comment on réfléchit, comment on traite l'information. Ça permet aussi d'identifier ses difficultés. On en a tous plus ou moins, et on peut prendre conscience de difficultés dont on n'avait justement pas conscience. Et aussi et surtout, ça permet de prendre conscience de son potentiel et de ses ressources. Et c'est là où je parle d'effet thérapeutique du bilan. Et ça, moi, je l'ai vu très très tôt dans ma pratique, parce que comme je vous ai dit, c'est par ça que j'ai commencé le bilan psychologique et le bilan d'orientation scolaire. Et moi, j'ai vu des gamins transformés en une séance, juste parce qu'on leur disait, contrairement à ce qu'on te dit à l'école, eh ben non, tu n'es pas bête. Ben non, tu as des capacités. Et ça peut changer. Enfin, moi, j'ai vu des gamins qui ont des parcours qui ont changé, avec des parents qui sont venus me voir en me disant, vous êtes un magicien, machin. Je suis pas un magicien. Par contre, j'ai juste pointé avec des arguments une réalité. Et effectivement, il y a aussi un intérêt du bilan, c'est que ça favorise la métacognition. La métacognition, c'est très important. C'est on le fait tous plus ou moins, c'est ce qu'on fait beaucoup en thérapie aussi. C'est réfléchir, penser à pourquoi on pense ce qu'on pense. Et ça, c'est hyper important de savoir pourquoi on pense ça, d'où ça vient. Parce que les pensées ne sont pas des faits. C'est pas parce que je pense ça que c'est vrai ou que c'est une réalité. Donc c'est toujours intéressant de se questionner de d'où ça vient. Et je trouve que le bilan, et un bilan neuropsychologique particulièrement, mais aussi un bilan psychologique qui va aussi évaluer la personnalité, ça peut être très intéressant pour ça. Alors, on arrive sur l'acceptation de soi. Et effectivement, le bilan, ça peut permettre l'acceptation de soi, comme je viens de vous le dire, dans ses forces. Acceptation de ses forces, de ses ressources. Et là, je fais un peu de théorie. Rendu parfois difficile dans le cadre d'un vécu d'impuissance acquise, générant alors un syndrome de l'imposteur. Alors, je vais vous parler de deux termes que j'aime bien. Le terme d'impuissance acquise. Alors, c'est quoi la puissance acquise ? C'est un comportement qui se développe lorsque nous sommes dans une situation aversive ou d'échec répété qui nous pousse à croire que nous ne pouvons pas changer les choses, que nous sommes condamnés à subir ce qui nous arrive. C'est bien toujours le mot Weber dont je vous ai parlé. Alors ça, c'est très bien écrit. Maintenant, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est. C'est un gamin où, depuis qu'il est né, son père ou sa mère ou son oncle n'arrête pas de dire c'est un enfant, qu'est-ce qu'il est con cet enfant, c'est pas possible. C'est vraiment comme ton père. Voilà. Arrivé à l'école, comme il a pas très confiance en lui, c'est vrai que des fois il fait des bêtises, parce que quand on est stressé, on fait des bêtises. Et puis un enseignant qui va lui dire mais c'est pas possible, mais t'es bête ou quoi ? Et voilà. Et c'est un conditionnement. Et arrivé à l'âge adulte, et en gros, on a intégré que tout ce qu'on fait, c'est pas bon, et qu'on peut pas changer grand chose, et quand ça marche, quand on fait quelque chose de bien, c'est de la chance. Oui, mais c'est parce que c'était facile. Je crois que ça va parler des gens, ça. Oui, c'est parce que c'était facile. Pour les bilans, ah oui, mais c'est vous vous avez l'air tellement gentil que vous avez changé les résultats du test. Et les gens qui ont ce syndrome, enfin qui ont cette impuissance acquise, quand ils réussissent, ils peuvent développer ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur ? Enfin ça vous l'avez déjà beaucoup, c'est très à la mode aussi, mais c'est un truc à la mode qui est intéressant. Enfin moi j'aime bien, ça me parle bien. Tendance d'une personne à sous-estimer ses compétences réelles et à croire qu'elle n'est jamais à la hauteur. C'est un peu ce que je vous disais. Donc quand ça réussit, c'est que c'est pas de ma faute. C'est que c'était facile, on a été gentil avec moi, etc. Et puis ça va plus loin, le syndrome de l'imposteur. Par exemple, là je pourrais me dire, parce que moi j'ai été bien sujet à ça pendant longtemps, j'espère qu'ils vont voir j'espère qu'ils vont pas voir que je suis nul et que je maîtrise rien dans mon sujet.
Bon, maintenant, je sais que je maîtrisais tout, même si je ne maîtrise pas tout. Alors, je vous ai dit le bilan à l'acceptation de soi dans ses ressources, mais aussi dans ses difficultés. Et c'est là où les neuromythes sont dangereux. Voilà pourquoi je suis en mode débunkage, déchoucage des neuromythes, parce que malheureusement, les neuromythes finissent par tout expliquer par le potentiel. Ah ben, je suis venu vous voir, vous m'avez confirmé que je suis au potentiel, donc si je suis hypersensible, c'est parce que je suis au potentiel. Il y a peut-être autre chose qu'il va falloir creuser, évaluer, accompagner, je sais pas. Mais voyez en quoi ça peut être dangereux, les neuromythes. C'est que ça enferme, et ça ne permet pas le questionnement. Donc le bilan, ça peut permettre d'identifier des difficultés cognitives. Alors là, je vous ai mis des exemples de difficultés cognitives. Alors difficultés exécutives, enfin les fonctions exécutives, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'est tout ce qui nous permet de prendre des décisions, de s'adapter, ce qui nous permet de planifier des choses, de faire preuve de flexibilité, de réfléchir en maintenant dans sa mémoire de travail des éléments, enfin, etc., etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur les difficultés exécutives, mais c'est quelque chose qu'on peut identifier dans un bilan surtout un bilan neuropsychologique. Des difficultés aussi attentionnelles. D'ailleurs, je vous donne un exemple, il y a un truc qui me vient, d'un gamin au potentiel, je dirais 134 de QI. Par contre, il avait un indice de mémoire de travail beaucoup plus faible. Alors pas déficitaire, mais beaucoup plus faible. Donc, moi, j'ai considéré que c'était une faiblesse de son fonctionnement, puisque tout est à 130, et en mémoire de travail, je crois qu'il est à 110. Donc il y a quelque chose qui allait moins bien à ce niveau-là, et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des troubles de l'attention. Oui, ça peut arriver, on peut être au potentiel d'avoir des troubles de l'attention. Et j'ai fait de la remédiation cognitive, et puis là, c'était magique, parce que en 2 mois, il avait tout dépassé. Et comme en plus on faisait des exercices sur ma tablette, il avait même réussi à craquer ma tablette et installer une application. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Bref. Et il a bien rigolé le jour où je m'en suis rendu compte. Alors, là, je vous parlais de difficultés cognitives, il y a aussi maintenant les difficultés psycho-affectives, à l'origine de débordements émotionnels. Et là, je reviens à cette histoire d'hypersensibilité, blablabla, tous ces neuromythes. Et effectivement, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. L'idée, je vais voir un psy parce qu'on m'a dit qu'au potentiel, ils sont hypersensibles. Alors oui, vous êtes bien au potentiel. Oui, visiblement, vous êtes une hypersensibilité, sauf que le lien, il n'est pas là. C'est pas parce que vous êtes au potentiel que vous êtes forcément hypersensible. Par contre, il y a quelque chose là qu'il faudrait peut-être comprendre. Parce qu'effectivement, vous avez compris mon idée, c'est que les hauts potentiels, ils ont une particularité sur le plan cognitif, et pour le reste, ils sont comme les autres. Et s'ils sont comme les autres, et ben comme tout le monde, ils peuvent présenter, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas plus de troubles que les autres, c'est même plutôt protecteur, mais ils peuvent aussi avoir des troubles. Dépression, troubles anxieux, troubles anxieux généralisés, phobie, trop bien traité. Et c'est vrai que le bilan, du coup, ça peut être un premier pas vers une psychothérapie. Et pour finir, puisque c'est maintenant dans ça que je travaille, et c'est un peu mon cheval de bataille maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut tous qu'on soit conscient de l'importance de la santé mentale. Tout le monde est conscient de la santé physique. Ok, ça c'est acquis, même si des fois on a des représentations sur comment on devrait se soigner qui peuvent être questionnées, mais bref, c'est pas le sujet. Mais la santé mentale, c'est aussi très très important. Et on a tendance à fantasmer aussi ça ou minimiser ça. La santé mentale, on a maintenant des médicaments. La pharmacologie a énormément évolué. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur les antidépresseurs. Quand on a une dépression, il faut prendre des antidépresseurs. Ça ne veut pas dire qu'on va les prendre à vie, mais il faut en prendre. Et puis en plus, du coup, ça permet de commencer une thérapie dans de meilleures conditions. On a maintenant des pléthores de thérapies qui s'appuient sur des preuves scientifiques, en tout cas qui sont confrontées à la preuve scientifique. Et il y a des choses qui marchent. Et ça, je le vois maintenant tous les jours. Donc ça, c'est aussi important que
on ait conscience de l'importance de la santé mentale et que c'est bien de parler du haut potentiel, c'est bien de débunker, mais c'est bien aussi de se dire que les gens qui se posent des questions autour du haut potentiel, bah peut-être qu'il y a d'autres questions derrière et que peut-être ces questions, ça renvoie à la santé mentale. Donc ne pas minimiser. Et ben je crois que j'ai fini.